Heureuse de vous retrouver au rendez-vous du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir. Et voici les titres de cette édition. À Abu Dhabi, pour le 8e Forum international de l'investissement, le chef de l'État, Faure Sozimna Gnassingbé, a rencontré plusieurs personnalités dont les structures sont engagées dans le développement. Structures qui veulent également accompagner le Togo. Les structures de microfinance sont elles aussi impliquées dans l'accompagnement des projets de développement sur le continent. Elles veulent en faire davantage, raison de la semaine africaine de la microfinance ouverte ce mardi en présence de Madame le Premier ministre Victoire Toméga Dogbe. Et puis les pays d'Afrique veulent anticiper les différentes catastrophes naturelles qui surviennent. La 20e session du groupe de travail en charge de cette mission se tient à Lomé pour mettre plus d'accent sur la prévention des sinistres. Voilà pour les titres. Et nous débutons par le séjour du chef de l'État, Faure Sozimna Gnassingbé, aux Émirats arabes unis, où il prend part au 8e Forum mondial de l'investissement. En marge des travaux, le président de la République s'est entretenu avec plusieurs responsables d'organisations de promotion du développement. D'abord, le chef de l'État a échangé avec le directeur exécutif adjoint de l'Association mondiale des agences de promotion des investissements, WIPA. M. Takor a partagé avec le président Faure Gnassingbé les possibilités de partenariat entre son institution et le Togo. Nous l'écoutons à sa sortie d'audience. Nous avons partagé avec le président de la République certains exemples provenant de différentes parties du monde. Il s'agit encore une fois d'un engagement qui ne fait que commencer et nous travaillerons au cours des prochains mois pour faire du Togo une place attractive aux investissements et rassurante pour les hommes d'affaires. Il a également été question de possibilités de partenariat entre l'Association mondiale des unités de partenariat public-privé et le Togo. Son président Ziad Hayek, reçu par le chef de l'État, toujours à Abu Dhabi, a évoqué la mobilisation du secteur privé pour la mise en œuvre de la feuille de route gouvernementale. Nous l'écoutons à la sortie d'audience. On a discuté avec Monsieur le Président de l'infrastructure, des projets d'infrastructure futurs au Togo et comment le secteur privé pourrait y participer, les investisseurs mondiaux qui sont intéressés dans ces projets. Non, on a parlé des infrastructures, de l'infrastructure sociale, bien sûr, et aussi on a parlé de la WAP, l'Association mondiale des unités de PPP, dont je suis président. Et comment est-ce que la WAP peut travailler, peut aider le Togo à faire avancer ces projets. Et nous reviendrons en détail sur d'autres aspects du séjour du chef de l'État à Abu Dhabi dans nos prochaines éditions. Dans l'actualité également, les travaux de la semaine africaine de la microfinance officiellement ouverts ce matin à Lomé, organisé par le réseau des institutions africaines de la microfinance avec l'appui du gouvernement togolais. Cette rencontre a pour but d'amener les experts du domaine à échanger sur les bonnes pratiques en vue d'une inclusion financière durable sur le continent. La cérémonie d'ouverture a été présidée par Madame le Premier ministre Victoire Toméga Dogbe au nom du chef de l'État. Le compte rendu avec Christine Pechekialoudé. La 6e édition de la Semaine africaine de la microfinance s'articule autour de la finance inclusive durable avec un focus sur la finance inclusive verte. Et c'est le Premier ministre Victoire Toméga Dogbe qui a représenté le président de la République, Faure Sozimna Gnassingbé, à l'ouverture des travaux de cette rencontre de Lomé. Plus de 1300 experts et acteurs de la microfinance d'une soixantaine de pays ont répondu présents à cette semaine de la microfinance. Une semaine pour explorer et trouver des instruments financiers les plus adaptés pour faciliter l'accès des populations vulnérables au financement. Nous œuvrons pour rendre les instruments financiers de plus en plus inclusifs. Nous ne voyons pas la finance comme une simple fin en soi, mais pour nous, c'est très important de le voir comme un instrument, un outil
pertinents et performants pour atteindre les objectifs de développement durable. Selon le ministre de la Coopération de l'Action humanitaire de Luxembourg, le lien entre les enjeux du changement climatique et la finance inclusive est évident. L'Afrique n'est pas à l'abri du défi. La Semaine africaine de la microfinance se veut une aubaine pour promouvoir des solutions innovantes et la finance inclusive verte en est une. Mettre l'accent sur la finance inclusive verte, c'est souligner que les prestataires de services financiers inclusifs, tels que les institutions de microfinance, ont un rôle clé à jouer dans la réponse aux risques et aux impacts du changement climatique. Aujourd'hui, la finance inclusive verte couvre différents secteurs, allant de l'agriculture durable aux énergies renouvelables et à l'adaptation au climat. En facilitant l'accès à des services et produits financiers durables, la finance inclusive verte constitue un levier important pour améliorer la situation socio-économique des populations les plus démunies. Le président de la République, Faure Sozimna Singbe, à en croire la ministre de l'Inclusion financière, fait de l'inclusion un axe majeur dans le renforcement de la cohésion sociale et de lutte contre la pauvreté. Les différentes réformes engagées par le pays ont permis d'enregistrer le plus fort taux d'inclusion financière dans l'espace IOMOA, soit 85% en 2023. Une expérience qui fait cas d'école. Nous n'avons pas choisi ce chemin par mimétisme ou par suivisme, mais dans le respect des choix que nous imposait l'avenir et le bien-être de nos populations. Le thème que vous avez choisi pour cette édition démontre, s'il en était besoin, que nos politiques et nos programmes de gouvernement doivent s'inscrire dans la durabilité. Je veux ici saluer la confiance et la discipline de toutes ces braves femmes et hommes bénéficiaires des services financiers au Togo, réunis au sein de la Fédération des bénéficiaires des services financiers, dit FEBESEF, dont l'effort de remboursement, parfois anticipé, témoigne de leur fidélité depuis presque 10 ans. Grâce à eux, le taux de remboursement des programmes d'inclusion financière est à peu près de 95%. Et grâce à eux également, la progression du taux d'inclusion financière est constante dans l'espace UEMOA, puisque le Togo enregistre depuis 2021 le plus fort taux de progression en termes d'inclusion financière et qui se situe à peu près aujourd'hui à 85%. En créant en 2017 un ministère dédié à cet effet, l'ambition du Togo est de faire de l'inclusion financière un axe majeur dans le renforcement de la cohésion sociale et l'atteinte des objectifs assignés à la feuille de route gouvernementale 2020-2025. Nous comptons à juste titre partager au cours de ces jours les recettes qui nous ont permis d'arriver à ces résultats, mais également nous imprégner des succès des différentes délégations. Les travaux de la Semaine africaine de la microfinance devraient prendre fin vendredi sur des recommandations à même d'aider chacun des pays à faciliter l'accès des plus vulnérables aux services financiers décentralisés. Les effets du changement climatique sur les microfinances en Afrique. La thématique a fait objet d'échanges durant un panel juste après le lancement officiel de cette semaine africaine de la microfinance. Ces effets font perdre aux institutions financières des milliards de francs CFA par an. Les risques ont été identifiés et des approches de solutions trouvées par les pays participants à cette semaine africaine de la microfinance. Le compte rendu de ce panel avec Ekoui Salah. En Afrique, les institutions financières sont de plus en plus mises à mal par les effets du changement climatique. Sécheresse, inondations, avancées de la mer, des catastrophes de tout genre qui empêchent souvent les opérateurs économiques de rembourser leurs prêts, ce qui constitue une perte énorme pour les microfinances. Le problème est abordé par les responsables d'institutions financières et experts économiques. Nous avons notamment discuté des risques directs et indirects auxquels faisaient face ces institutions de microfinance en Afrique. Il a été notamment rappelé l'importance de former et d'éduquer les populations pour qu'ils puissent s'adapter aux effets de ce changement climatique
dans le but d'augmenter leur résilience. Nous avons parlé des risques liés à la baisse de l'épargne, puisque si les clients sont impactés par les changements climatiques, ils n'ont pas assez d'épargne pour constituer de l'épargne au niveau des institutions financières. Hormis cela, il y a également les risques d'impayés, puisque un client qui est financé et qui n'arrive pas à vendre ou bien à produire ne peut pas non plus payer l'institution financière. Et ces différents risques entraînent donc une baisse de la rentabilité même des institutions financières. Et la perte pour les microfinances est évaluée chaque année à des dizaines de milliards de francs CFA. Les risques diffèrent d'un pays à un autre. À ces échanges, chaque pays, selon ses réalités, fait des propositions pour la résilience des microfinances face au choc climatique. Le risque au niveau du Togo diffère du risque au niveau du Niger, cela diffère du risque au niveau de Madagascar. Donc il est important à chaque étape d'être résilient. Les offres de solutions auxquelles nous sommes arrivés, c'était essentiellement de former déjà le personnel, de leur mettre en place un appui technique, un appui également financier des bailleurs pour les institutions financières. De mettre en place peut-être une ligne de crédit, de mettre en place un produit assurantiel qui pourrait aider les institutions financières à entrer dans leurs fonds lorsqu'il y aurait de l'impact au niveau du climat. Il faut d'abord sensibiliser les gens pour que les gens comprennent les conséquences des changements climatiques, y compris les agents des IMF, il faut qu'ils comprennent d'abord. Il faut créer aussi des lignes de crédit par rapport à ça. Par rapport au changement climatique, on n'est pas continué à travailler de façon traditionnelle. Avec l'évolution, il faut que nous aussi nous changeons. Les systèmes financiers décentralisés touchent une part importante de la population africaine, essentiellement les personnes exclues des banques classiques. Leur résilience face aux effets du changement climatique doit être inscrite dans les priorités des bailleurs, selon les États. La finance durable repose sur une vision éthique à long terme de l'investissement financier. Et cette finance cherche à concilier performance économique et impacts sociaux et environnementaux positifs en finançant des entreprises qui contribuent activement au développement durable. Et au cours de cette semaine africaine de la microfinance, un panel a été consacré à la question. Et à la fin, l'un des panélistes a répondu aux questions de Carmen Madjé à Kakbo. Regardez. Les services financiers sont l'un des fondements du développement et leur accès est essentiel pour réduire les inégalités socio-économiques. Alors, Monsieur Youssef, vous sortez d'un panel où il a été question de finances inclusives durables. Alors, quand on parle de finances inclusives durables ou vertes, à quoi fait-on allusion? On fait allusion à comment désormais, quand on finance des projets, on tient compte de la durabilité d'un projet, c'est-à-dire est-ce qu'un projet a un impact positif sur l'écologie, est-ce qu'il aide à des projets qui réduisent le carbone ou est-ce qu'ils sont durables d'un point de vue social. Au cours de vos discussions, vous avez parlé de l'importance de créer une taxonomie verte ou une labellisation. Alors, dites-nous plus. La taxonomie a cet avantage de mettre en place des mots, des indicateurs sur quelque chose qui est partagé et commun. Et donc ça permet d'avoir un cadre et une réglementation qui va se mettre en place progressivement, qui permet à tout le monde de parler le même langage et donc finalement pour le client final de comprendre si oui ou non il y a un financement de type vert qui est possible par un établissement de microfinance ou pas. La labellisation, c'est plutôt les microfinances qui dans un second temps pourront dire j'ai un produit vert. Et un peu comme pour un label, il respecte un certain nombre de caractéristiques. On ne finance que des projets qui sont zéro carbone par exemple, on ne finance que des projets qui ont un impact positif sur l'écologie. Et donc ces labels-là permettront d'avoir une meilleure visibilité sur les produits qu'un consommateur pourra prendre. Comment le secteur de la microfinance régionale peut-il contribuer à gérer les risques climatiques et continuer à renforcer les moyens de subsistance des Africains? Les microfinances peuvent nous dire voici les véritables impacts des changements climatiques et voici ce que les clients font pour essayer d'améliorer tous ces sujets-là, que ce soit par rapport à l'eau, que ce soit par rapport à l'énergie, l'agriculture. Et donc le rôle des microfinances est de remonter la réalité du terrain sur ce principe-là. Le deuxième point, c'est qu'aussi les microfinances peuvent être source d'idées et influencer, parce qu'on l'a entendu dans le panel, on dit on veut faire de la finance verte, mais on a besoin d'argent.
Eh ben, pour arriver à ce moment-là, pour dire on a besoin d'argent, la réponse qui a été apportée, c'est préparez-vous, remontez-nous c'est quoi la finance verte. Et on sait que la finance verte n'est pas la même d'une région à l'autre. Les Européens n'ont pas la même vision. Sur le continent, on a différentes régions qui n'ont pas les mêmes impacts et les mêmes changements climatiques. Et donc c'est le rôle des microfinances de remonter les suggestions pour orienter justement cette taxonomie. Avec les bonnes actions et une approche de finance inclusive verte, les institutions de microfinance IMF peuvent protéger à la fois leurs clients et le secteur dans son ensemble contre les risques climatiques à grande échelle et la détérioration des conditions environnementales selon les experts. Voilà donc ce qu'on pouvait retenir de cette deuxième journée de la semaine africaine de la microfinance à Lomé. Le groupe de travail africain sur la réduction des risques de catastrophe tient sa 20e session depuis ce mardi à Lomé également. Les experts vont réfléchir sur les stratégies à définir en vue de l'accélération du programme d'action pour la mise en œuvre du cadre d'action de Sendai en Afrique pour la période 2015-2030. En clair, il est question de mettre l'accent sur la prévention plutôt que la gestion. Clarisse Aticlé. Inondations, sécheresse, épidémies, les catastrophes naturelles sont de plus en plus récurrentes en Afrique. Elles font du continent le deuxième le plus touché au monde. Le groupe de travail africain sur la réduction des catastrophes, constitué par l'Union africaine en 2011, veut intensifier les actions de prévention et de réduction. La 20e session planche sur la question à Lomé. Cette 20e session ici à Lomé est une opportunité d'évaluer les efforts faits en vue de pouvoir voir qu'est-ce qui manque pour pouvoir améliorer cette résilience et faire face aussi aux défis qui s'annonceront à l'avenir. De l'engagement à l'action donc, les experts vont baliser la voie en vue de l'accélération du programme d'action pour la mise en œuvre du cadre de Sendai qui recommande la prise d'initiative pour renforcer la résilience de l'Afrique au climat et aux catastrophes naturelles. Les Nations Unies y sont également engagées. Il est aussi important de renforcer les capacités des institutions pour qu'il y ait un mécanisme de l'alerte précoce et pour informer les habitants qu'il y a un danger bien avant pour qu'ils soient beaucoup plus dans les modes de prévention. Il y aura aussi un point capital qui est centré autour des investissements des structures qui sont résilientes. Le cadre d'action de Sendai met également l'accent sur la mise en place de mécanismes d'alerte précoce. Le Togo s'y prête déjà via le ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Nous avons élaboré une cartographie des zones à risque. Et aujourd'hui, nous savons, et par anticipation déjà avec le mécanisme d'alerte, quand il doit y avoir des difficultés dans l'une des régions, donc on anticipe pour sensibiliser, inviter les populations à la prudence. Nous avons mis en place aussi les plateformes nationales et locales des thématiques de réduction des risques de catastrophes dans les différents curricula scolaires pour que même les élèves puissent savoir dans leurs différentes localités à quels risques ils sont confrontés. Un guide pratique de gestion des risques de catastrophes à l'usage des élus locaux. Les objectifs attendus au terme de cette réunion sont d'une grande importance pour insuffler une nouvelle dynamique dans la prévention et la gestion des risques de catastrophes en Afrique. Le gouvernement se félicite du choix de Lomé pour abriter cette rencontre. La 20e session du groupe de travail africain sur la réduction des catastrophes servira également de cadre de suivi des préparatifs de l'Afrique pour la COP 28. Dernier jour de l'exercice Grand African Nemo 2023. La préfecture maritime fait le débrief de ce projet annuel. Plusieurs pays côtiers du Golfe de Guinée, notamment le Togo, ont bénéficié de cette initiative dont l'objectif est la lutte contre la criminalité maritime. Abidé Niazimbe nous en parle. La pêche illégale non déclarée et non réglementée, la pollution marine, le trafic d'armes et de drogue, 3 scénarios mis en scène au Togo. C'est pour dénoncer d'une part ces phénomènes en mer et renforcer d'autre part
la capacité opérationnelle des marines et des différentes administrations de l'action de l'État en mer. L'initiative annuelle a pour but d'amener les États du Golfe de Guinée à mieux protéger leurs côtes. L'édition de l'année en cours, dénommée Grand African Memo 2023, tient toutes ses promesses et offre l'occasion à la préfecture maritime de dresser un état des lieux des actions menées. Nous avons renforcé les capacités de nos administrations à partager les informations, à se coordonner, à collaborer et ensuite fédérer leurs synergies pour plus de résultats. Voilà, aujourd'hui, nous sommes capables de se coordonner sur le plan national pour gérer les problématiques en mer et ensuite de se coordonner aussi sur le plan sous-régional et de se coordonner avec nos partenaires étrangers. La criminalité maritime constitue une menace pour la sécurité internationale et la sûreté des individus. Le Togo l'a si bien compris et mobilise pour cet exercice des ressources adéquates. Cet exercice Grand African Memo a mobilisé 406 personnes des différentes administrations de notre pays. Ensuite, plus de 3 patrouilleurs, 2 hélicoptères, un navire de guerre de la marine française, 3 vedettes. Et l'ensemble de tout cela a été possible grâce à l'organisation de l'action de l'État en mer que le président de la République lui-même a pris un décret pour créer. C'est l'occasion pour moi de rendre un vibrant hommage pour cette vision du président de la République de la sécurité maritime, non seulement dans notre pays, mais aussi pour tout le continent africain. L'exercice Grand African Nemo 2023, c'est aussi une aubaine pour l'administration maritime de renforcer sa capacité sur l'usage de l'outil de partage d'informations YARIS. Et puis cette bonne nouvelle pour les apprenants du lycée de Ségbé dans la commune Golfe 7. Ce lycée vient de bénéficier d'un nouveau bloc scolaire, un don qui rentre dans le cadre de la phase du projet de l'amélioration de l'alimentation en eau potable de la ville de Lomé. Et c'est le ministre de l'eau et de l'hydraulique villageoise qui a remis officiellement ce bloc scolaire. Le compte rendu de Isaka Aruna. Un bâtiment flambant neuf de 3 salles de classe, un bloc administratif, le tout équipé de tables-bancs et autres mobiliers offerts au lycée de Ségbé dans la commune Golfe 7. Ce bloc scolaire est un don du ministère de l'eau et de l'hydraulique villageoise. Il va augmenter les capacités d'accueil et offrir un cadre moderne d'apprentissage aux élèves. De 2087 élèves au cours de l'année 2022-2023, nous sommes passés actuellement à 2700 élèves. Vous voyez que ce bâtiment est une chance pour nous et nous comptons l'utiliser à bon escient. Coût de l'ouvrage, 80 millions de francs CFA. Un important investissement qui traduit la place de choix réservée par le gouvernement togolais, les partenaires à la complémentarité entre l'éducation et l'accès à l'eau potable. Nous utilisons ces projets d'adduction en eau potable pour rénover des écoles. C'est extrêmement important parce qu'il y a la substance, il y a les enjeux pédagogiques, travailler sur les programmes, mais aussi permettre à tous les élèves du Togo d'étudier dans des conditions correctes. Et l'éducation, c'est un sujet majeur de votre feuille de route. Si vous continuez, nous continuons avec vous. Vous pouvez vraiment compter sur nous pour poursuivre cette œuvre en faveur de l'éducation et de l'eau. Le bloc est réalisé dans le cadre de la phase 2 du projet d'amélioration de l'alimentation à l'eau potable dans la ville de Lomé. Un vaste chantier de construction de plus de 5 châteaux d'eau pour garantir un accès à l'eau potable. Les efforts du gouvernement sont visibles, non seulement en construisant, mais en réhabilitant aussi certains châteaux qui existent, en réhabilitant les extensions, les canalisations. Au niveau du lycée de Ségbé, il y a un forage qui a été effectué. Donc nous avons quand même souligné pour la potabilité de l'eau. Vous voulez faire un forage, il y a des services techniques qu'il faut approcher. Après votre forage, il y a un prélèvement d'échantillons qu'il faut faire pour faire analyser. La police des eaux, c'est prévu dans le code. Et ce code a été voté par l'Assemblée nationale depuis 2010. C'est un organe qui va veiller à ce que l'eau qui arrive vers les abonnés soit de l'eau propre,
à ce que les abonnés qui payent leurs factures aient de l'eau. Objectif du gouvernement togolais, parvenir à 100% de desserte en eau potable d'ici à 2030. Une ambition fondée sur la qualité des infrastructures essentielles au service du bien-être de la population. Une bonne nouvelle donc pour les apprenants du lycée de Ségbé. Rentrée académique également hier à l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, UKAO-UT. Pour marquer cette rentrée, une messe a été dite et une conférence débat organisée sur les innovations en termes d'offres de formation adaptées aux défis d'un monde en perpétuelle mutation. Et la messe a été célébrée par Monseigneur Nicodème Bariga, archevêque de Lomé. Le compte rendu de Arnaud Kilio. Face à un monde en perpétuelle mutation économique et technologique, la communauté universitaire UKAO-UT mûrit les réflexions pour adapter les offres de formation qui répondent aux défis de l'heure. Le monde évolue. Nos institutions d'enseignement supérieur ne doivent pas être à la traîne et nous devons rapidement nous adapter pour ne pas être isolés. L'objectif ici, c'est d'encourager l'UKAO tout en gardant tout ce qui est éthique, tout ce qui est valeur de l'homme. Dans un environnement instable, l'institution innove pour garantir une formation de qualité afin de satisfaire aux besoins du marché de l'emploi. Tout ce que nous mettons en jeu pour que nos étudiants réussissent, c'est de les conscientiser sur d'abord des valeurs, parce que nous sommes ici à l'école aussi de l'éducation aux valeurs. Ces valeurs font honneur vraiment à l'érudition, à la culture et aux valeurs humaines. Et notre perspective aussi, c'est que nous avons prévu au cours de l'année plusieurs rencontres avec le corps enseignant pour les aider vraiment à rentrer dans la dynamique d'une formation de qualité et de valeur. La messe pontificale est dite par Monseigneur Nicodème Bariga, archevêque de Lomé, pour placer la rentrée académique sous la protection du Très-Haut. Monseigneur Nicodème Bariga a invité les étudiants au respect de certaines valeurs pour être des citoyens modèles. J'ai saisi cette occasion pour remercier le gouvernement qui aide l'UKAO à déployer toutes ses potentialités en vue d'aller d'excellence en excellence. Nous sommes au service de la formation des citoyens et il est normal que nous soyons en collaboration avec le gouvernement, y compris dans les réformes qui sont engagées. Et le message que j'ai voulu laisser aux étudiantes et aux étudiants, on a l'impression que tout ce dont rêvent les étudiants, c'est d'aller en Europe, en délaissant notre continent africain. Qu'ils aient une fibre patriotique pour leur pays respectif et pour l'Afrique. Donc j'ai demandé aux étudiants, c'est le travail qui assure un succès réel. La dernière passion que je leur ai recommandée, c'est la passion de Dieu. La directrice de cabinet du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a réitéré la disponibilité du gouvernement à collaborer avec le secteur privé pour assurer une bonne formation aux étudiants et faire de UKAO-UT une université de référence dans la sous-région. La journée de la santé mentale a été célébrée au centre hospitalier régional d'Atakpamé par une sensibilisation du personnel de la structure. Il est question d'outiller ces professionnels de la santé générale à la prise, les outiller donc sur la prise en charge spécifique des maladies psychologiques. Sylvain Abdou pour des précisions. Équilibrer la vie professionnelle et la vie familiale pour une meilleure santé mentale et pour une vie beaucoup plus épanouie. L'idée est ici partagée entre le personnel du centre hospitalier régional d'Atakpamé, une thématique pour amener chacun à préserver sa santé mentale tout en évitant le stress, l'angoisse et surtout parvenir à concilier la vie de la maison et celle du service. C'est très important pour nous. Pourquoi? Parce que généralement et très souvent, le côté social, c'est-à-dire le côté professionnel, l'emporte sur la vie familiale. C'est plus facile de dormir au service. C'est plus facile de continuer par travailler même en dehors des heures de service que de passer du temps, de bons moments avec sa femme, avec ses enfants, histoire de pouvoir les éduquer. Parce que la jeune génération, et le fait de pouvoir l'élever, le fait de pouvoir l'éduquer est véritablement très important. Nous avons essayé de faire la part des choses et éclairer le personnel comment il faut se comporter en menant les deux vies équilibrées
pour une bonne productivité et une bonne qualité des soins, et tout en préservant leur propre santé mentale en exerçant leurs activités. La rencontre marque la célébration de la Journée mondiale de la santé mentale, célébrée le 10 octobre de chaque année. C'est donc une séance de sensibilisation pour prodiguer des conseils pratiques aux professionnels de la santé en vue de mieux préserver leur santé mentale. Nous voulons apprendre quelques techniques de thérapie cognitive aux personnels de la santé pour pouvoir concilier la vie familiale et la vie professionnelle. Parce qu'en tant qu'agent de santé, quand nous sommes là, sur le terrain, on a beaucoup de difficultés sur le plan familial, mais quand on vient au service, on est aussi habilité à servir des gens. Et parfois, ces difficultés familiales rejaillissent sur le comportement que l'agent de santé a vis-à-vis des patients, ce qui rejaillit souvent sur l'accueil que le personnel de santé réserve aux patients. Donc, aujourd'hui, nous avons proposé une thérapie cognitive, c'est-à-dire quand nous parlons de thérapie cognitive, c'est une thérapie par les pensées. Comment arriver à ce que les pensées dominent plus les actions de l'individu. Cette année, l'Organisation mondiale de la santé a retenu comme thème « La santé mentale est un droit humain universel ». Un thème pour appeler chacun à mieux se conformer à cette disposition pour une santé mentale beaucoup plus saine. Des traitants donc mentalement en bonne santé pour mieux prendre en charge les patients. Et je vous amène à présent pour terminer à la découverte du meilleur parc animalier d'Afrique. Il est situé au nord de la Tanzanie. Il s'agit du Serengeti qui vient de remporter pour la 5e fois ce prix. Et au final, c'est presque toujours le parc national de Serengeti qui gagne. Situé au nord de la Tanzanie, à 255 km d'Arusha, Serengeti a remporté le prix du meilleur parc d'Afrique 2023. C'est sa 5e victoire depuis la création de la récompense en 2019. Le parc de Serengeti, qui s'étend sur 15 000 km², abrite plus de 4 millions d'espèces animales, dont celles des Big Five, lions, éléphants, rhinocéros, léopards et buffles. Il doit notamment sa réputation par la migration annuelle de sa faune. Entre janvier et juillet de chaque année, en effet, des animaux se déplacent entre la Tanzanie et le Kenya en quête de pâturage et des points d'eau. La création du parc de Serengeti en 1951 avait provoqué le déplacement des populations Maasai vers les terres de Ngorongoro. Il est inscrit au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Vous savez donc où vous rendre pour des idées donc de safari. Et voilà, ainsi se referme ce journal. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir. Finalisation du